L'info, on continue sur Al24 News. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h Info. Nouveau martyr à Gaza en pleine période de trêve. L'entité sioniste torpille une nouvelle fois les termes de l'accord de cessez-le-feu à moins de 24 heures d'une nouvelle phase de libération de captifs annoncée par le Hamas. Jenin, Tulkaram ou encore Naplouse, la vague d'agressions sionistes en Cisjordanie occupée se poursuit. Elle s'étend à de nouvelles villes et camps de réfugiés. L'escalade du jour a fait 2 nouveaux martyrs, 28 au total depuis le début de cette campagne de violence. Une délégation européenne officielle retenue de force puis expulsée manu militari. Le Maroc dégénère et empêche des parlementaires européens d'entrer en territoire sahraoui. Ils portent plainte auprès des institutions de Bruxelles et de leur ministère des Affaires étrangères respectifs. Rencontre entre Ahmed Attaf et Manuel Albares en marge de la réunion du G20 à Johannesburg. L'Espagne renouvelle ses remerciements à l'Algérie pour avoir libéré un ressortissant et lui réaffirme son soutien pour son rôle au Sahel sahérien. Madame, Monsieur, bonsoir. À la veille d'une nouvelle phase de libération cruciale de captifs sionistes par le Hamas et en totale violation de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza, il y a près d'un mois, une Palestinienne est tombée en martyr sous les balles de l'armée d'occupation ce vendredi à Rafah, dans le quartier d'El Junaïna. Hana Tawfiq Souleymane El-Routi, cette civile palestinienne, a été tuée alors que l'armée sioniste ciblait des zones à Rafah et Khan Younes par des tirs nourris, ce qui est, comme je vous le disais, contraire au terme de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur il y a tout juste un mois. Le bilan global des victimes palestiniennes tombées depuis le 7 octobre 2023 a atteint les 48 300 martyrs. Et c'est dans ce climat de tension permanente instauré à Gaza par l'entité sioniste que le mouvement Hamas a communiqué par le biais d'une déclaration de son porte-parole Abu Obeida. Aujourd'hui, la liste comprenant les noms de 6 nouveaux captifs sionistes qui seront libérés ce samedi dans le cadre du 7e échange depuis le 19 janvier dernier, date d'entrée en vigueur, je le rappelle, du cessez-le-feu à Gaza. Les réfugiés déplacés palestiniens de l'enclave palestinienne de Gaza qui se comptent par centaines de milliers dans l'attente toujours d'un acheminement plus massif de l'aide humanitaire. C'est dans ce sens que le bureau des médias à Gaza a estimé que pas moins de 60 000 maisons préfabriquées sont nécessaires pour mettre à l'abri les milliers de familles dont les maisons ont été détruites par les bombardements de l'armée d'occupation. L'aide humanitaire qui, malgré l'accord de trêve toujours en vigueur à Gaza, arrive au compte-gouttes. Et au 32e jour consécutif de l'agression sioniste sur la Cisjordanie occupée, plus précisément celle ciblant la ville de Jenin et son camp de réfugiés, une jeune fille est tombée en martyr cet après-midi sous les balles de l'armée d'occupation. Il s'agit de Rima El Amouri, une enfant de 13 ans dont le corps innocent a été traversé par une balle sioniste avant de rendre l'âme à l'hôpital gouvernemental de Jenin. Son décès en martyr porte à 28 le nombre de Palestiniens tués à Jenin depuis le début de cette campagne génocidaire qui cible la Cisjordanie occupée. Et puis l'armée d'occupation qui intensifie sa répression violente à Tulkaram également. Les forces sionistes poursuivaient ce vendredi pour le 26e jour consécutif leur agression contre la ville de Tulkaram et son camp de réfugiés, provoquant des dégâts matériels énormes aux infrastructures de base et aux habitations de citoyens palestiniens est par ailleurs tombé en martyr en succombant à ses blessures après avoir été percuté par un véhicule militaire sioniste. Il s'agit de M. Awad, un habitant de la ville de Deir el-Ghossoun, au nord de Tulkaram, blessé avec sa femme lorsqu'un véhicule militaire sioniste roulant à contresens les a percutés.
Et nouvelle incursion de l'armée sioniste à Naplouse également ce vendredi. La ville est la cible de provocations tout genre de la part de l'occupant qui tente d'instaurer un climat de terreur dans l'ensemble de la Cisjordanie occupée. Ce vendredi, la ville d'El-Qusra a été investie par les forces d'occupation. Les forces sionistes ont pris d'assaut la ville, ouvrant le feu et lançant des grenades lacrymogènes, provoquant l'étouffement d'un certain nombre de Palestiniens à cause de l'inhalation excessive de gaz lacrymogène. Et pour revenir sur cette escalade sioniste en Cisjordanie, nous rejoint depuis Ramallah Amjed Chihab, professeur de sciences politiques à l'université de Ramallah. Bonsoir Amjed Chihab, quelle est votre lecture de cette insupportable escalade qui touche plusieurs villes de Cisjordanie occupées depuis plus d'un mois? Bonsoir à tout le monde. Il y a une stratégie, il y a une accélération de cette stratégie depuis un mois pour éradiquer, entre guillemets, la résistance militaire palestinienne qui pèse lourd pour l'État sionisme, la force d'occupation en Cisjordanie. Et il voulait avoir un avancé dans la situation qui commence à faire peur pour eux par rapport à leur stratégie de colonisation. Aussi, ils voulaient préparer les terrains pour l'annexion. Ils préparent une loi à voter au Knesset dans les mois à venir. Oui. Et ils pensent aussi qu'ils ont le feu vert de président américain Trump. Et tout ce qu'ils sont en train de faire en Cisjordanie, c'est préparer l'annexion officielle de la Cisjordanie par rapport à une, soi-disant, selon les accords d'Oslo, zone C, qui constitue à peu près 62% de la totalité de la superficie de la Cisjordanie. Amjed Chihab, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du conflit entre la Palestine et l'entité sioniste que celle-ci tente justement d'intimider la population de la Cisjordanie occupée en effectuant ce genre d'escalade violente. À chaque fois, ces escalades sont vouées à l'échec. Qu'est-ce qui conforte cette fois-ci l'entité sioniste dans son opération, croyant pouvoir annexer la Cisjordanie occupée contre vents et marées et contre à chaque fois les intifadas de la population palestinienne en Cisjordanie occupée? Cette fois, ils visent, ils ciblent la campagne, ils ciblent les villages, les villageois, les paysans. Ils voulaient faire un nettoyage ethnique dans la campagne. Ils voulaient annexer le plus possible de terres sans habitants. Et ils cherchent à faire du nettoyage, à forcer les gens à quitter. Et ils ont mis à peu près 900 barrages militaires avec des portes de fermeture des villages autour des grandes villes afin qu'ils puissent arriver au maximum, éteindre le maximum de leurs objectifs. Et on le voit aussi dans les vallées de Jourdain, à Rouar, et dans beaucoup des villages loin des grandes villes palestiniennes en Cisjordanie. Et l'accès, ça devient presque impossible. Et il y en a beaucoup qui commencent à avoir beaucoup de difficultés à rejoindre leur village et qui cherchent à s'installer dans les grandes villes. Et ce qu'ils cherchent, ils cherchent à forcer les gens à quitter la campagne vers les villes afin de préparer l'annexion officielle. Amjed Chihab, une dernière question. Est-ce que cette nouvelle campagne d'escalade en Cisjordanie occupée peut mettre en péril l'accord de cessez-le-feu à Gaza? Je pense que le gouvernement de l'occupation traite les deux sujets différemment. Il cherche à utiliser le dossier, le sujet selon leur stratégie de la bande de Gaza comme un moyen de chantage et de négociation afin qu'il arrive d'avoir le maximum
et de convaincre aussi l'opinion publique intérieure. Ils ont réalisé de succès. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à convaincre l'opinion publique de l'État sionisme. Qu'ils ont avancé. Ils ont réussi à, soi-disant, la victoire absolue. Et le sujet aussi de la Cisjordanie, qui semble que plus concentré aujourd'hui, et plus que la bande de Gaza, et cherche à dire qu'on a avancé, qu'on a réalisé, on s'approche de notre objectif, et on a avorté l'État palestinien, et on va prendre le maximum de territoire palestinien en Cisjordanie. Et, c'est une campagne plus électorale, plus pour satisfaire Oui. l'extrême droite et les religieux, et que ce gouvernement peut résister, peut continuer à résister, et garder son stabilité, et qu'il est aujourd'hui, c'est un gouvernement d'extrême droite menacé de tomber. Surtout, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'échecs. L'échec de dossiers de prisonniers, l'échec aussi du service de militaire, l'échec aussi du budget annuel, l'échec de gérer le dossier de la bande de Gaza, les massacres qui étaient commis sans résultat politique, militaire, aussi la Cisjordanie qui voulait avancer au maximum. Tous ces dossiers, c'est à partir de là, il voulait continuer dans ce politique pour rester au pouvoir et continuer jusqu'à qu'il obtienne des résultats convaincants pour le bon public de cet État sionisme. Merci Amjad Chihab pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Ramallah. D'un territoire occupé à un autre, après avoir été bloqué et expulsé, Manu Militari du territoire du Sahara occidental occupé hier par les services de sécurité de l'occupant marocain. Des députés européens ont porté plainte ce vendredi contre les autorités marocaines. Les eurodéputés issus d'Espagne, du Portugal et de la Finlande ont porté ce vendredi plainte contre les autorités d'occupation marocaines auprès du Parlement européen et du Conseil européen, mais aussi auprès des ministères des Affaires étrangères de leurs pays respectifs. Pour rappel, les députés européens Isabel Serra Sanchez, députée européenne Parti Podemos en Espagne, Jussi Saramo, députée européenne Alliance de gauche de Finlande, et Catarina Martins, députée européenne Bloc de gauche du Portugal, ainsi que 3 assistants ont été expulsés hier de la ville occupée sahraoui de l'Ayoun alors qu'ils s'y rendaient dans le cadre du suivi de l'application d'une décision de justice européenne. Bonjour, nous sommes ici à l'Ayoun et nous sommes venus sur un vol qui transportait une délégation du Parlement européen chargée de faire le suivi relatif à l'application de la sentence du tribunal de justice de l'Union européenne annulant les accords entre le Maroc et l'UE en matière de pêche et d'agriculture. Et en ce moment, nous sommes retenus de la part de Marocains qui n'ont pas voulu s'identifier, qui ne nous ont présenté aucun document et qui nous retiennent de façon absolument illégale dans cet avion. Et pour un nouvel éclairage, cette fois-ci sur l'attitude du Marzen à l'égard des eurodéputés, j'ai le plaisir d'accueillir Selim Djelleb, qui est élu local en France. Bonsoir, monsieur Djelleb. Des images choquantes de parlementaires européens expulsés, Manu Militari du territoire sahraoui. Quel est ce soir votre sentiment face à de telles violations manifestes du droit international de la part du Maroc? Bonjour, bonsoir. Déjà, il faut remettre ça dans son contexte. Vous l'avez dit dans votre interview, cette délégation européenne était là dans le cadre de contrôler l'arrêt du 4 octobre 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne sur les produits fabriqués au Sahara occidental par le gouvernement marocain de manière illégale. Donc, il y avait un contrôle de leur part. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi, au niveau d'une transparence et le respect international au niveau des droits de l'homme, ce refus, pour moi, il est injustifiable et autoritaire au niveau du Maroc, parce que le Maroc, de mémoire, occupe illégalement le Sahara depuis 1975, Oui. et depuis 1975 refuse
automatiquement l'accès à la région aux journalistes, aux observateurs internationaux, afin d'éviter, je pense, que soient documentées les violations massives des droits des Sahraouis. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un blocage qui illustre parfaitement l'autoritarisme du régime marocain qui veut imposer un silence forcé sur une situation coloniale qui est tout à fait inacceptable. Donc ça, c'est la première chose. Et ce que je note quand même, c'est que l'arrêt du 4 octobre oblige le Maroc à devenir de plus en plus autoritaire, parce qu'il y a une contradiction à ce niveau-là, parce que l'Union européenne oblige le Maroc à respecter cet arrêt, et malheureusement, le Maroc ne le respecte pas. Et je regrette quand même le manque de soutien de ces députés de la part du gouvernement espagnol et aussi de la part de mon gouvernement français, parce que on est des gouvernements, on fait partie de l'Union européenne et on doit respecter le droit européen à ce niveau-là. Et pour l'instant, il y a peu de soutien à ce niveau-là. Après, il y a peut-être pas de hasard à ce niveau-là, parce que le Maroc, comme l'Espagne, le gouvernement espagnol comme le gouvernement français soutient de facto l'occupation marocaine. On le sait bien. Donc il y a une forme de silence complice à ce niveau-là. Salim, Monsieur Salim Djellab, justement, est-ce que vous pensez que cette plainte déposée par ces eurodéputés auprès des institutions de Bruxelles puisse aboutir à quelque chose de positif dans ce dossier? Oui, parce que déjà, j'ai noté aujourd'hui, le gouvernement espagnol a quand même demandé à son ambassadeur, des explications. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution au niveau du gouvernement espagnol, à demander à son ambassadeur au Maroc des explications. Et oui, le refus du Maroc pose la question du droit international, qui va obliger quand même, voilà, le refus. En fin de compte, j'allais dire, c'est un bien pour un mal. Voilà, ce refus va obliger l'Espagne, la France et d'autres pays à se poser la question de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, et surtout l'exécution de l'arrêt du 4 octobre, qui est un changement complet à ce niveau-là. Donc, Merci infiniment, Monsieur Djellab, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes élu local en France. Sans transition, la suite toujours avec le Sahara occidental, la cause sahraoui, victime de nombreuses trahisons. Dans la dernière, émanant d'un membre permanent du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, fait s'élever de plus en plus de voix à travers le monde pour dénoncer les injustices subies par le peuple sahraoui depuis plus de 50 ans, à l'image de l'association des Amis de la Raste qui fustige la position française et sa persistance dans le déni de réalité. L'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique prend part au combat du peuple sahraoui face aux injustices et violations du droit international et s'engage à organiser une marche pour la libération des prisonniers politiques sahraouis qui croupissent depuis des années dans les geôles de l'occupant marocain. Suite à la visite récente de la ministre française de la Culture, qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris dans la presse française, dont certains titres annonçaient un soutien de Paris à Rabat au mépris des résolutions de l'ONU. L'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique réagit et apporte une vision globale de la situation et de la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. La RASD a rappelé le changement radical de la position française qui s'était par le passé donné comme objectif d'équilibrer au mieux ses relations avec les États du Maghreb et qui aujourd'hui assume ouvertement de bafouer le droit international et de contredire le Conseil de sécurité qui maintient sa position du droit de la décolonisation, le droit à l'autodétermination et celle plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui indique clairement que le Sahara occidental n'est pas un territoire marocain et que par conséquent, le commerce de ses ressources doit se faire avec le consentement du peuple sahraoui et de son représentant unique, à savoir le Front Polisario. Par ailleurs, la RASD salue aussi les interventions de personnalités et partis français qui appellent au respect du droit international, à l'image de Benjamin Stora et de Dominique de Villepin. Le soutien du peuple sahraoui continue d'inspirer les défenseurs des droits humains dans le monde, à l'image de la militante française Claude Mangin, qui entamera le 30 mars prochain la marche organisée par la RASD pour réclamer la libération des prisonniers politiques et de son droit de visite à son mari Naama Asfari, lui aussi emprisonné. Cette marche pour la paix, pendant laquelle plusieurs événements auront lieu,
telles que des conférences, des rencontres avec des élus et des tables rondes, s'étalera sur un parcours de 3000 km qui débutera à Paris et s'achèvera à Kenitra au Maroc. Dans un autre contexte, l'Algérie réaffirme depuis Johannesburg son plein soutien aux priorités pour l'Afrique définies par l'Afrique du Sud lors de la 3e séance de la réunion ministérielle du G20. 4 priorités stratégiques se dégagent. Elles sont censées conférer à l'Afrique des moyens de répondre à ses aspirations et besoins en matière de financement. Le ministre d'État-ministre algérien des Affaires étrangères et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a souligné le plein soutien de l'Algérie aux 4 priorités déterminées par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, saluant l'attention qu'il accorde aux besoins et aux aspirations de l'Afrique dans le cadre du G20. L'Algérie soutient pleinement les 4 priorités énoncées par le président Cyril Ramaphosa dans son discours et salue particulièrement l'accent mis sur les besoins et les aspirations de l'Afrique. Ce qui réaffirme une fois de plus que l'Afrique du Sud a été et continue d'être un défenseur honnête et loyal des enjeux et des ambitions légitimes du continent. L'Algérie estime que le moment est venu de s'attaquer sérieusement aux principaux défis et obstacles auxquels le continent fait face. Premièrement, la réforme des institutions financières et monétaires internationales. Nous avons besoin d'institutions qui représentent honnêtement le monde d'aujourd'hui et répondent immédiatement et avec une grande efficacité aux différents types et formes de défis qui menacent les pays en développement, en particulier les pays africains. To the variety of challenges affecting developing nations, notably African nations. L'Afrique, qui se dotera prochainement d'une agence de notation de crédit, envisage de devenir souveraine en matière de maîtrise de sa politique de financement via les emprunts. Deuxièmement, la nécessité urgente de résoudre la crise de la dette en Afrique afin de répondre à ses besoins de développement. L'Afrique a besoin d'un soutien fort de la part du G20 afin de surmonter les crises croissantes liées aux difficultés financières, au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et à l'escalade des conflits. Troisièmement, la nécessité urgente de remplir les engagements internationaux envers l'Afrique, notamment en ce qui concerne le renforcement du soutien financier, les partenariats, le renforcement des capacités et le transfert de technologies, afin d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et des aspirations de l'agenda africain 2063. Fidèle à ses principes fondateurs, l'Algérie n'a pas omis de plaider au G20 en faveur des peuples opprimés. Ahmed Attaf a pour rappel exprimé hier l'inquiétude de l'Algérie face à la tendance croissante à imposer la force au détriment du droit et à perpétuer les situations d'injustice flagrantes en Palestine, au Sahara occidental et dans nombreuses régions du monde, notamment en Afrique. Je vous en parlais tantôt en titre, en marge de la première journée de la réunion ministérielle du G20 qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a eu ce vendredi des entretiens bilatéraux avec le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez. À cette occasion, indique un communiqué des Affaires étrangères algériennes, le ministre espagnol a renouvelé les remerciements de son pays pour les autorités algériennes pour leur contribution efficace à la libération du citoyen espagnol enlevé, Navarro Canada Joaquim, au mois de janvier dernier, tout en réaffirmant le soutien de son pays à l'Algérie pour son rôle au Sahel sahérien. Au cours de cette rencontre, les deux diplomates ont également évoqué les relations entre l'Algérie et l'Espagne, tout en mettant en avant la nécessité de développer ces relations à travers le renforcement de la confiance et le développement du partenariat bilatéral. Par ailleurs, les deux ministres ont évoqué les développements en cours en Palestine et ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts internationaux visant à trouver un règlement juste et définitif du conflit au Moyen-Orient sur la base de la solution à deux États. Et toujours en marge de sa participation à la réunion ministérielle du G20 à Johannesburg, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a également eu des entretiens avec un certain nombre de ses homologues, en l'occurrence ceux de la Chine, la Turquie, la Norvège, l'Inde, la République de Corée
et le Japon. Les entretiens ont porté sur un certain nombre de dossiers d'intérêt bilatéraux et internationaux. L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée a décerné jeudi à Rome le prix PAM Sustainability Award au PDG du groupe algérien Sonelgaz, Mourad Adjel, lors de la 19e session plénière de l'Assemblée. Cette distinction est une reconnaissance de plus des efforts de M. Adjel et de son groupe dans le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne en matière d'énergie renouvelable, ainsi que leur rôle dans l'appui de la complémentarité énergétique entre les réseaux électriques de la région. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Al24 News avec l'échiquier international présenté par Leïla Guertal. Excellente soirée sur l'antenne d'Al24 News.